En 1943, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, C.S. Lewis sort un tout petit livre avec un titre assez alarmant. L'abolition de l'homme. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est en fait un avertissement très sérieux sur les dangers d'une certaine forme d'éducation. Un avertissement qui, près de 80 ans plus tard, est peut-être plus pertinent que jamais. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Allez, on plonge dans son raisonnement. Tout commence avec une scène qui a l'air de rien. Deux touristes devant une cascade. Le premier, il la trouve sublime. Le second, lui, la trouve simplement jolie. On pourrait se dire que c'est juste une différence de vocabulaire, pas de quoi en faire un plat. Mais pour Lewis, cette petite anecdote, c'est le point de départ d'un problème aux conséquences, vertigineuses. Parce que cette petite différence de réaction, elle pose une question fondamentale. Est-ce que la beauté, c'est une qualité réelle de la cascade, une sorte de vérité objective, ou bien est-ce que c'est juste un sentiment, quelque chose de purement personnel, une projection de nos émotions? La réponse à cette question, selon Lewis, est absolument cruciale pour l'avenir même de ce que nous sommes. Alors, voici comment on va décortiquer son raisonnement. On va partir de cette histoire de touristes pour bien comprendre le problème. Ensuite, on verra les conséquences de ce problème, ce que Lewis appelle les hommes sans poitrine. Puis, la solution qu'il propose, le Tao. On enchaînera avec l'avertissement final, l'abolition de l'homme, et on terminera sur une métaphore vraiment saisissante. Ce qui est intéressant, c'est que Lewis ne part pas dans de la grande philosophie abstraite. Non, il commence son analyse en disséquant un simple manuel scolaire d'anglais de son époque, un livre qu'il va surnommer « le livre vert ». Et pour lui, ce manuel est l'exemple parfait d'une tendance dans l'éducation qu'il trouve catastrophique. Alors, c'est quoi le problème avec ce livre vert? Eh bien, il enseigne aux élèves une idée qui paraît toute simple, mais qui est en fait dévastatrice. Quand on dit « cette cascade est sublime », on ne dit rien sur la cascade elle-même. En fait, on dit simplement « j'ai des sentiments sublimes ». Toute affirmation sur ce qui est beau, bon ou juste est réduite à une simple déclaration sur son propre état émotionnel. Et comme le montre bien cette citation du livre, le message est très clair. On a l'impression de dire quelque chose d'important sur le monde extérieur, mais en réalité, on ne parle que de soi, de ses propres sentiments. Et ce petit mot « que », il est essentiel. Il enseigne à l'élève que ses jugements de valeur ne décrivent pas le monde, ce ne sont que des états d'âme subjectifs, et donc, au final, pas si important que ça. Bon, et alors? C'est quoi la conséquence de cette éducation qui démystifie comme ça toutes les valeurs? Pour décrire le type d'humain que ça produit, Lewis utilise une métaphore incroyablement puissante. Il les appelle les hommes sans poitrine. Imaginez, la tête, c'est la raison pure, l'intellect. Le ventre, ce sont nos désirs primaires, nos appétits, nos pulsions animales. Et entre les deux, il y a la poitrine. C'est le siège des sentiments entraînés, des émotions justes, de l'honneur, du courage, de la compassion. Pour Lewis, le mécanisme même de la vertu se résume dans cette phrase « La tête gouverne le ventre par l'intermédiaire de la poitrine ». La raison toute seule, la tête, elle n'est pas assez forte pour maîtriser nos pulsions, le ventre. Elle a besoin d'un allié, et cet allié, c'est la poitrine. Ce sont ces sentiments éduqués qui nous donnent la force de faire ce que notre raison juge bon. Et voilà le cœur du problème. L'éducation du livre vert, elle s'attaque directement à cette poitrine. En enseignant que tous ces sentiments de valeur sont juste subjectifs et irrationnels, elle la détruit petit à petit. Et qu'est-ce qu'il reste? Juste un intellect complètement impuissant face à des appétits tout puissants. On sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'a plus la force morale de le faire. Cette citation, elle est terrible, mais elle résume parfaitement la contradiction absurde que Lewis voyait dans la société moderne. En gros, on démolit les fondations même de la vertu, et après on s'étonne qu'il n'y a plus de vertu. C'est une critique cinglante qui, avouons-le, résonne encore aujourd'hui. Face à ce diagnostic un peu sombre, Lewis ne s'arrête pas là. Il propose un fondement, une base sur laquelle tout le reste devrait reposer. Et pour la nommer, il utilise un terme ancien et universel. Cette base, il l'appelle le Tao. Alors oui, il emprunte le mot à la philosophie chinoise, mais ce qu'il veut dire par là, c'est quelque chose d'universel. C'est cet ensemble de principes moraux de base qu'on retrouve absolument partout, dans toutes les grandes civilisations. La justice, le courage, la bienveillance. Pour Lewis, ce ne sont pas des inventions, c'est une réalité objective, la source même de toute valeur. Et pour le prouver, il dit qu'il suffit de regarder l'histoire. Prenez la fameuse règle d'or, par exemple. Comme on le voit ici, on la retrouve formulée de manière presque identique dans la Chine ancienne, chez les Hébreux, dans le christianisme ou encore chez les stoïciens romains. Pour Lewis, cette convergence, ce n'est pas du tout un hasard. C'est la preuve que l'humanité a toujours su reconnaître les contours de cette loi morale objective. Et maintenant, on arrive au cœur de l'argumentation, au point culminant. Que se passe-t-il si l'humanité décide de tout jeter? Si on décide que le Tao, c'est juste une vieille construction sociale dont il faut se débarrasser? Eh bien, c'est là que la vraie catastrophe arrive. Lewis oppose deux visions totalement différentes de l'éducation. D'un côté, l'éducation traditionnelle, c'était une initiation.
Les anciens transmettaient une sagesse commune, le Tao, à laquelle ils étaient eux-mêmes soumis. De l'autre, la nouvelle éducation, une fois débarrassée du Tao, devient du conditionnement. Une petite élite, qu'il appelle les conditionneurs, ne cherche plus à transmettre, mais à créer de nouvelles valeurs pour les générations futures. Et c'est là que le grand rêve de la conquête de la nature par l'homme tourne au cauchemar. Parce que cette conquête, dit Lewis, en réalité, c'est le pouvoir de quelques hommes sur tous les autres, en utilisant la nature comme un simple outil. Le pouvoir de modifier la génétique, de contrôler l'éducation, ça n'appartient jamais à l'humanité en général, ça appartient toujours à un petit groupe, les conditionneurs. La progression, elle est logique et implacable. Étape 1, l'homme gagne du pouvoir sur la nature extérieure. Étape 2, ce pouvoir s'étend à la nature humaine elle-même. Étape 3, les fameux conditionneurs, libérés de toute valeur morale traditionnelle, façonnent les générations futures comme de la pâte à modeler, selon leurs propres caprices. Et l'étape 4, c'est l'abolition de la nature humaine. Ils ne créent pas un surhomme, ils détruisent l'homme. Et voilà la conclusion terrible et saisissante de Louise. En cherchant à se maîtriser totalement, à devenir le seul créateur de ses propres valeurs, l'homme ne se libère pas. Il s'abolit. Il cesse d'être homme au sens où on l'a toujours entendu, pour devenir un simple produit, un artefact fabriqué par la volonté de quelques-uns. Pour conclure, Louis nous laisse avec une dernière image, une métaphore vraiment obsédante qui résume tout son avertissement et qui résonne d'une manière très étrange avec notre époque. Il nous parle de transparence, et il dit ceci. Tout l'intérêt de voir à travers quelque chose est de voir quelque chose à travers. Démystifier, analyser, critiquer, voir à travers les choses, c'est une bonne chose. C'est même le but de l'intelligence. L'analogie est juste géniale. Une fenêtre, c'est utile parce qu'elle est transparente et qu'elle nous permet de voir quelque chose de solide, de réel, le jardin, qui lui est opaque. Mais imaginez que notre esprit critique devienne si puissant qu'on se mette aussi à voir à travers le jardin, en le réduisant à de simples atomes, puis en voyant à travers les atomes. À la fin, que reste-t-il à voir ? Et c'est ça, le paradoxe final. Si on explique absolument tout, si on démystifie même les principes sur lesquels repose notre raison et nos valeurs, alors tout devient transparent. Et un monde qui est entièrement transparent, c'est un monde invisible, un monde vide de sens. C'est la question que Louis nous laisse en suspens. À force de tout expliquer, ne risque-t-on pas d'expliquer l'explication elle-même et de se retrouver face au vide ? Un avertissement qui date de 1943, mais qui n'a peut-être jamais été aussi actuel.